Bonjour, bienvenue dans le camp principal, le camp d'entraînement de lecture principal. Mon nom est Bruno Lalonde et nous sommes à Montréal et je vais vous relater dans les prochains jours ce qui s'est déroulé lors des camps d'entraînement de lecture des journées du 6 et du 7 juillet 2014 où j'ai lu ceci de Victor Lévy-Beaulieu. Un mot en supplément de la vidéo d'hier, où je regrettais qu'il n'y ait pas davantage de polémistes dans le monde littéraire au Québec. On peut regretter que de grandes figures comme Oliver Asselin ou Arthur Buis, qui n'hésitaient pas à étriller, à attaquer leurs adversaires et qui ne craignaient pas non plus les répliques. Aujourd'hui, chacun d'entre nous sommes devenus très fragiles, très vulnérables à toutes les formes de critique. Je considère que c'est là accorder beaucoup d'importance à sa petite personne. Il ne faut pas craindre les affrontements. D'autant plus que ces affrontements-là, littéraires ou philosophiques ou politiques ou intellectuels, ne font pas couler le sang. Et ceux qui nous imposent, bien souvent, un consensus, nous l'imposent par la force ou en nous anatomisant, en faisant de nous des ennemis déclarés, des adversaires qu'on doit faire taire par la censure ou par l'usage de la force. Nous, polémistes, ne mangeons pas de ce pain-là. Alors, je salue ici Victor Lévy-Beaulieu comme étant le digne héritier de cette grande lignée de polémistes que nous avons eue au Québec. Et nous n'attendrons pas de la part de la majorité des universitaires qui vivent dans les nuées, nous n'attendrons pas de leur part qu'ils n'hésitent pas à se salir les mains. Ce n'est pas leur tâche, semble-t-il. Voilà, nous en sommes. Alors, qu'est-ce que c'est que la grande tribu, c'est la faute à Papineau, et dont le sous-titre est Grotesquerie. Je vais essayer d'en parler intelligemment parce que c'est un ouvrage complexe qui se déroule sur plusieurs plans, une sorte de courte pointe, finement patchée, j'aurais envie de dire, avec des agencements, et même dans la bibliographie, qui est fort exhaustive, on y trouve, concernant le deuxième mouvement de cet ouvrage-là, qui est une œuvre de fiction. Alors, je vais essayer de vous résumer ça plus simplement. Ça s'articule, il y a deux axes principaux de ce livre-là. Il y a ce qu'on appelle les libérateurs, c'est-à-dire des hommes politiques ou des philosophes, des écrivains, des poètes, qui ont offert des voies, soit de libération individuelle et de libération collective, mais bien souvent, ces deux choses-là vont ensemble. On ne peut se libérer soi-même que dans un cadre qui est lui-même libéré. Alors, Beaulieu nous offre des portraits, des parcours, et qui est aussi une sorte d'antidote au deuxième mouvement du livre. Alors, il nous offre des portraits, des parcours intellectuels, des parcours historiques d'hommes qui ont été des libérateurs, il les appelle comme ça, les libérateurs. On y trouve entre autres Daniel O'Connell, Simon Bolivar, Louis-Joseph Papineau, Jules Michelet, Charles Chiniki, Abraham Lincoln, Aung San Suu Kyi et Walt Whitman. Alors, pour la première partie, c'est comme ça. Et on débute avec O'Connell. Évidemment, on aura compris qui a voulu l'indépendance de l'Irlande. On aura compris tout de suite que la ressemblance entre l'Irlande et le Québec est patente. Tous deux sommes encore sous domination anglo-saxonne. Beaucoup semblent l'oublier. Nous sommes encore sous la férule symbolique de la monarchie
constitutionnelle britannique, j'ai cessé d'avoir quelque estime pour les fédéralistes québécois quand, lorsqu'ils ont rapatrié la Constitution en 81, ils ne se sont pas débarrassés de ces symboles-là qu'aujourd'hui Harper réagence outrageusement. Là, j'ai cessé, j'ai dit, oh, il manque de crédibilité. Évidemment, il n'aurait pas pu imposer la Constitution au Québec sans donner des gages de garantie aux Canadiens anglais. À mes yeux, les fédéralistes québécois ont cessé d'être sérieux à partir de ce moment-là. Alors, ça débute par O'Connell. Après ça, évidemment, il enchaîne avec Simon Bolivar, ce qui est assez astucieux parce que Simon Bolivar, qui a libéré les peuples indigènes de la tutelle espagnole, et encore là, c'est assez habile parce que le Québécois, le personnage qui revient dans la deuxième partie, qui s'appelle Ababuc Cochon, est au fond une figure métissée. Alors, après ça, il enchaîne avec Louis-Joseph Papineau. Bon, chacun connaît l'histoire de Louis-Joseph Papineau, qui a été le principal héros de cette révolte, de cette insurrection, hélas manquée, des Patriotes. Et il enchaîne ainsi comme ça. Et même Chiniki, qui a fondé sa propre église, s'est affranchi de l'Église catholique. Et ce qui est curieux, c'est que de temps en temps, il y a des liens entre tous ces personnages-là. Ils ont tous vécu à peu près à la même époque. Et par exemple, Chiniki va engager Abraham Lincoln pour défendre une cause mineure, mais il va l'engager. Ou ailleurs, Walt Whitman va croiser Abraham Lincoln. Alors tous ces gens-là tissent entre eux des espèces de liens invisibles qui donnent une profondeur et une densité à ce récit historique. Voilà pour le premier mouvement. Et ce premier mouvement-là est scandé, c'est-à-dire qu'il, comme à l'instar d'un leitmotiv musical, il revient dans diverses successions. La deuxième partie, le deuxième mouvement, si vous préférez, qui s'appelle les Légionnaires, eh bien, c'est une sorte de parti politique qui regroupe tous les poquets du Québec, qui est une sorte de, on pourrait penser ici au Parti québécois, mais bon, qui essaie de se reconstituer une force vive, pour s'affranchir de cette aliénation-là qui est la nôtre. Et Ababuc Cochon en est la personnification. Et là, on change au niveau du style, on change tout à fait de registre. Et là, l'écriture de Beaulieu devient incantatoire, presque psalmodiante. C'est presque un exorciste auquel on assiste pour essayer de sortir de cette gange mentale que représente l'exil à soi-même, cette aliénation qui est la nôtre depuis la défaite des plaines d'Abraham et surtout par la défaite des Patriotes qui a comme scellé d'une certaine façon le sort de notre nation. Alors on y croise dans cette espèce d'hôpital aussi où se retrouve Ababuc. On y croise également la figure emblématique du poète Claude Gauvreau, qu'on appelle ici l'orignal hypormiable, et qui se tape des crises à répétition, qui tente avec ses bocs, avec pas ses cordes, son panache, qui tente avec son panache de briser les murs de sa solitude, de briser les murs de son propre mutisme, qu'il en invente même, comme vous le savez, un langage à lui, le langage exploréen. Alors on alterne, on a cette description de notre aliénation, et en même temps, Beaulieu nous offre un antidote pour se guérir de cette
aliénation natale, je dirais. Et c'est là où c'est un ouvrage brillant, qui a dû être très difficile à écrire, parce qu'on alterne entre des moments de désespoir, hein, quand nous nous retrouvons parmi les légionnaires. D'ailleurs aussi le terme les légionnaires, je pensais aussi à lésion, évidemment, on aura compris. Mais une lésion, contrairement à une cicatrice, une lésion ne guérit jamais. C'est une blessure à vif. Tandis qu'une cicatrice, c'est une souffrance subsumée qui a été inscrite dans le corps de notre histoire, dans le corps de notre propre vie. Nous avons tous des cicatrices sur notre corps, mais ces traces de souffrance-là passées, elles sont partie prenante de notre personnalité, mais elles ne nous font plus souffrir. Tandis que les lésions, elles, c'est un principe actif qui continue d'agir. Alors, quelle est la réponse quel est le remède aux prueries des lésions? Eh bien, c'est l'action politique, c'est l'engagement politique. Et les exemples que nous fournit Beaulieu de ces grands libérateurs-là, qui bien souvent étaient des hommes plutôt, on va le dire, là, plutôt ordinaires, mais qui avaient saisi l'urgence de la situation historique de leur peuple ou de leur démarche intellectuelle. Alors, écoutez, est-ce que je vous lis un ou deux? J'ai pris quelques notes. Il y a un passage dans les légionnaires où les médecins sont partout. Est-ce que je l'ai bien souligné, ça? Ouais, attendez. Je vais vous lire un passage aussi. Tenez, je vais vous lire deux passages, tirés donc des légionnaires et les libérateurs. Alors, je vais avec le premier passage. Je vous les questions de Claude Gauvreau, justement. Quand l'orignal épormiable veut oublier la dérision et la cruauté de Ray Bradbury, il monte à bord d'un train et s'en va à New York. Il y cherche le papa qu'il n'a jamais eu parce qu'il n'était pas gardable à la maison et que maman lui a fait prendre la porte. Le papa, rêvé de l'orignal épormiable, s'appelait André Breton. Un Français qui passe pour être le dieu du surréalisme, une religion que les dogmes sont des rêves et que les tables de la loi s'écrivent en mode automatique. Tu dors, puis tu te réveilles et tu mets sur le papier tout ce que tu penses au fur et à mesure que ça t'arrive. Ça s'appelle faire joute avec l'inconscient. Ça s'appelle de la poésie. Parce qu'il ne voulait pas aller en guerre contre Adolf Hitler, pourtant fort surréaliste en pensée et en action, Breton s'est entiché du rocher percé, a forniqué avec quelques Gaspésiennes, puis s'en est allé à New York pour s'y faire sacrer pape de toutes les libertés, la plus importante de toutes étant de savoir fuir, s'enfuir au bon moment. Si je pourrais simplement rajouter que Breton a connu les horreurs de la Première Guerre. Il a vu de visu, il a été infirmier, il a été médecin pendant la brancardier, si je ne m'abuse, pendant la Première Guerre mondiale. Et les horreurs de la Première Guerre mondiale lui ont dessillé les yeux et ont laissé une lésion permanente dans son esprit. Pour lui, la nécessité de changer la vie, il l'a ressenti dans les tranchées boueuses et sanguignolantes. Voilà, petite parenthèse ici. C'est ça aussi lire, hein? On n'est pas obligé de toujours d'adhérer au point de vue de l'écrivain. On peut débattre avec lui par l'imaginaire, on peut y adhérer aussi avec enthousiasme, ce qui est le cas de ce livre-là. Alors je vais trouver un autre petit passage. Tenez, parlez de Whitman. J'aurais aimé vous trouver le passage... J'aurais aimé vous trouver un petit passage
où il est question précisément des médecins qui, qui sévissent et que c'est assez terrible de penser qu'en ce moment, eh bien, Beaulieu a été presque prophétique avec les 3 médecins qui sont en poste, premier ministre, ministre de la Santé et ministre de la Culture. Imaginez, ça se passe aux 3 niveaux, hein. Au niveau du symbolique, au niveau du conscient et au niveau de l'inconscient. C'est partout, là. Maintenant, le Québec est devenu un grand, grand malade et ne manque plus que les fossoyeurs pour apparaître, pour finir la job, comme on dit. Alors, je vais vous lire un petit passage pour conclure là-dessus. Pour conclure ces 2 premières journées de ce camp d'entraînement de lecture que j'ai vécu. 1854. À 35 ans, Whitman se comporte toujours comme s'il était encore un adolescent. Sa devise, écrire un peu, travailler un peu, flâner un peu. De la vie de ses employeurs, voire de ses amis, il flâne bien davantage qu'il ne travaille ou n'écrit. Bien sûr, il a publié une nouvelle dans la Democratic Review et un court roman Franklin Evans ou l'ivrogne, mais c'est un livre qu'il a écrit sur commande dans le cadre d'une campagne anti-alcoolique que promeut l'abbé Duncan, le Charles Chiniki américain des croisades de tempérance. Si c'était payé à la verge carrée, ça ne vaudrait pas cher. Tout ce qui fait que Whitman n'est pas encore Whitman est dans ce mauvais roman plein de bonnes intentions, au style ampoulé et teinté d'un moralisme primaire. Ça ressemble à plusieurs articles qu'il a écrits pour toutes sortes de journaux new-yorkais sur toutes sortes de sujets. N'importe qui d'autre que Whitman pourrait les signer et personne ne s'en rendrait compte. Alors voilà, c'est un livre qui a près de 900 pages. La deuxième partie, le deuxième mouvement, vous disais-je, et les légionnaires, est en annexe. Il y a également une bibliographie en annexe qui peut nous permettre de comprendre à la fois le lieu et la mécanique le lieu où se déroule l'histoire et la mécanique des personnages. Entre autres choses, les auteurs ici sont cités, Gilles Deleuze, Didier Huberman, Michel Foucault. On sait que Se déprendre de soi est un ouvrage de Beaulieu, que Beaulieu a consacré à Foucault. Freud et Thomas Schacht, entre autres. Alors voilà, Freud ici, étude sur l'hystérie, bien évidemment, parce que un personnage, un être humain qui n'est pas en proie avec sa propre histoire, devient hystérique. S'assumer, se réaliser est parfois une tâche surhumaine, et à l'instar des libérateurs qui parfois, certains d'entre eux ont échoué dans leur tentative de libérer leur peuple, ce qui comptait, c'était le mouvement vital. Ce qui comptait, ce qui compte pour finir, c'est la puissance de vie qui émerge. Et d'échouer ou de perdre, ça a peu d'importance. Ce qui est grave, c'est de rester là, dans l'hôpital, tétanisé dans un coin, regardant la vie passer par la fenêtre et attendre la petite piqûre du médecin. Alors, je vous remercie d'être avec moi. Demain, je poursuis, je relate à nouveau ce qu'a été mon camp d'entraînement de lecture. Et demain, il sera question de Fernand Dumont, un autre libérateur qui aurait pu trouver sa place dans ce livre-là, sans aucun doute. Je vous remercie d'être avec moi. Vous connaissez la suite, ma page Facebook, ma librairie d'occasion et d'anciens, le livre voyageur, 514-736-0999, et puis ma chaîne YouTube. Merci, portez-vous bien. Et à demain pour la suite du camp d'entraînement de lecture. Bonne journée.